Une femme croyait avoir tout perdu, son mari, sa maison, sa dignité. Ce qu'elle ignorait, c'est que la trahison, parfois, ouvre la porte à une vérité bien plus dangereuse que le mensonge lui-même. Elle pensait vivre un simple drame familial, jusqu'au jour où elle a découvert que derrière l'infidélité se cachaient des années de manipulation, de secrets et de crimes soigneusement dissimulés. Et si l'adultère n'était que le premier fil d'une toile prête à s'effondrer. Bienvenue à vous sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans votre rue en ce moment. Aujourd'hui, installez-vous, car cette histoire pourrait bien vous rappeler que la pire des trahisons n'est pas toujours celle que l'on croit. Bastien et Laura s'étaient rencontrés durant leurs années universitaires, alors qu'ils étaient en 3e année. Bastien préparait un diplôme d'ingénieur. Laura se destinait à devenir styliste modéliste. En dernière année, ils vivaient ensemble dans un appartement loué. Leurs parents étaient au courant et ne s'y opposaient pas. Vers la fin de leurs études universitaires, Bastien et Laura avaient réussi à trouver du travail dans le chef-lieu du département. Laura s'était fait embaucher dans une agence de mannequins privée où elle avait travaillé 6 mois. Bastien, après l'obtention de son diplôme, avait été recruté par une grande entreprise privée au poste d'ingénieur. Il avait appris que c'était l'ingénieur en chef qu'il avait sélectionné parmi plusieurs candidats. Durant les 6 premiers mois, il avait observé le processus de production et un jour, lors d'une réunion de 5 minutes, il avait proposé d'apporter des changements radicaux au processus de fabrication. Une discussion houleuse s'était engagée. L'ingénieur en chef s'était posé en opposant. Ce jour-là, le conflit n'avait abouti à rien. Mais le lundi suivant, l'ingénieur en chef et Bastien avaient été convoqués chez le directeur général. Ils y étaient restés jusqu'à midi. Tout le monde pensait que la carrière de Bastien dans l'entreprise s'achevait là. Lui-même le croyait. Pourtant, lorsqu'il était sorti du bureau du directeur général, Bastien était devenu directeur adjoint de l'ingénieur en chef. Le directeur général avait aussitôt convoqué le responsable du service économique et lui avait demandé de calculer les bénéfices qu'il pourrait réaliser en mettant en œuvre la proposition de Bastien. Dans le bureau du directeur général, il était apparu que l'ingénieur en chef réfléchissait lui aussi depuis longtemps à cette innovation, mais qu'il n'avait jamais pu en évaluer la rentabilité. La dispute lors de la réunion n'avait eu pour but que de tester la manière dont Bastien défendrait sa proposition. Et il avait apprécié la façon dont celui-ci l'avait fait, avec insistance et argument, sans insolence ni insulte. L'autorité de Bastien auprès des employés de l'entreprise avait grandi. On ne le considérait plus comme un jeune diplômé. C'est alors qu'on lui avait proposé de racheter une vieille maison qui figurait au bilan de l'entreprise. La maison était tout à fait habitable. Elle se trouvait non loin de l'entreprise. Au moment de la naissance de leur fils, Bastien avait emménagé dans cette maison qu'il avait obtenue pour une somme modeste. 3 ans s'étaient écoulés. Leur fils Théo avait grandi et était entré à la maternelle. L'agence de mannequins où Laura avait travaillé avait fermé pendant son congé parental, et elle se trouvait confrontée au problème de savoir où aller travailler. Il faut dire que durant la dernière année de son congé, elle avait activement cousu à domicile diverses commandes pour ses amis. Lorsque s'était posé la question de savoir où elle irait travailler, elle avait dit à Bastien « Écoute, et si j'ouvrais ma propre agence de stylisme ? Tout de suite une agence ? Et avec quoi vas-tu payer les salaires ? En plus, tu auras besoin de moyens de production. C'est-à-dire, tu ne vas quand même pas coudre tes modèles à l'aiguille et au fil. Tu auras besoin de machines à coudre, et des modernes. Et que faire alors ? Pour commencer, créer un atelier de couture privée. Et coudre quoi ? Des vêtements de travail, des draps, des housses de couette, des thés d'oreiller. Mais avant cela, il faut t'asseoir, réviser tes notions d'économie et rédiger un plan d'affaires. Là, on verra ce que tu peux obtenir. Tu n'as pas oublié comment l'écrire ? J'ai toujours eu d'excellentes notes. Très bien. N'oublie pas d'inclure la location de locaux dans le plan. Laura avait rédigé un plan d'affaires et l'avait bientôt montré à son mari. Celui-ci l'avait évalué, avait relevé quelques incohérences et avait apporté plusieurs suggestions. Laura avait écouté attentivement les remarques de Bastien et s'était mise à perfectionner son plan d'affaires. Elle avait pris en compte toutes ses recommandations, affiné les calculs, ajouté une clause d'assurance pour le matériel et réfléchi aux options de distribution des produits. Elle avait accordé une attention particulière à la recherche de locaux. Elle avait décidé de commencer avec une petite surface pour minimiser les dépenses. 1 mois plus tard, Laura avait enregistré son entreprise individuelle et loué un petit atelier dans une zone industrielle près de chez eux. Bastien l'avait aidé pour les travaux et avait acheté des machines à coudre d'occasion, mais de qualité et surtout fonctionnelles.
Les premières commandes lui étaient venues d'anciennes collègues, puis étaient arrivées des commandes de petits lots de vêtements de travail pour des cafés et des ateliers locaux. Laura travaillait seule, mais elle avait vite compris qu'elle ne pourrait pas tout gérer et avait embauché 2 couturières. L'affaire se développait petit à petit, mais la véritable percée s'était produite lorsque Bastien, utilisant ses contacts dans l'entreprise, avait négocié une grosse commande pour la confection de vêtements de travail destinés aux employés. Cela avait donné à Laura un revenu stable et la possibilité de se développer. 1 an plus tard, son atelier s'était transformé en une petite usine de confection. Laura avait enfin pu se consacrer à ce qu'elle préférait par-dessus tout, à savoir la création et la conception de vêtements. Elle avait rapidement conquis la popularité auprès des femmes élégantes du chez-lieu. Des clientes individuelles commençaient à venir la voir. Elle trouvait du temps pour chacune, créant des pièces uniques. Les produits de Laura avaient aussi fait leur apparition dans les magasins de la ville, puis dans tout le département et dans les régions voisines. Bastien, pendant ce temps, continuait de gravir les échelons. Ses propositions de rationalisation avaient rapporté des millions de bénéfices à l'entreprise et il était bientôt devenu ingénieur en chef. Le précédent partait à la retraite et avait recommandé Bastien pour le remplacer. Un soir, assise autour d'un thé dans leur maison confortable, Laura avait dit « Tu sais, on ne s'en sort pas si mal. Bien sûr, tu peux même ouvrir ta propre agence de stylisme maintenant. Peut-être, le capital de départ est déjà là. » Et effectivement, Laura s'était mise activement à promouvoir l'idée d'ouvrir une maison de couture dans le chef-lieu du département. Elle avait fait de l'usine de confection une filiale. Elle-même, en plus de la direction générale, créait les modèles, établissait les patrons et s'occupait de la confection des prototypes. Un jour, plusieurs jeunes femmes étaient entrées dans la maison de couture qu'elle avait créée. L'une d'elles s'était adressée à Laura avec une demande. « J'ai besoin de faire coudre un tailleur exclusif. Pouvez-vous me proposer quelque chose ? Regardez les esquisses. Je vous garantis qu'il n'existe pas de second modèle semblable. Du moins, pas dans notre département. Je les ai dessinées à la maison pendant que j'étais en congé. Elles avaient fait connaissance et discuté environ 2 heures. La jeune femme se prénommait Charlotte. Comme il s'était avéré, elle était la fille unique du préfet Vincent. La commande était intéressante et Laura s'était lancée dans le travail avec plaisir. Pendant la confection, Charlotte était venue plusieurs fois pour les essayages. Les 2 femmes s'étaient liées d'amitié. Charlotte était plus jeune que Laura de quelques mois. Il est vrai qu'elle n'avait jamais été mariée. Un jour, Laura avait dit à Bastien « Bastien, Charlotte m'invite à une soirée qu'organise son père. »« Bien, je pense qu'on peut engager une nounou pour la soirée. »« Tu n'as pas tout à fait compris, elle m'invite seule. Dans ce cas, je suis contre. Soit nous y allons ensemble, soit nous n'y allons pas du tout. » Laura avait soupiré, mais n'avait pas discuté. Elle comprenait que Bastien s'inquiétait pour elle. Et elle-même se sentait mal à l'aise à l'idée de se rendre à un événement mondain sans son mari. Elle avait acquiescé. « D'accord, je dirai à Charlotte que nous viendrons ensemble ou que nous ne viendrons pas. » Le lendemain, Laura avait téléphoné à Charlotte et lui avait expliqué prudemment la situation. Celle-ci avait d'abord ri, puis avait dit « Eh bien, soit, mais je te préviens, la soirée sera assez particulière. » Dans quel sens ? Mon père aime s'entourer de gens qui peuvent lui être utiles. Et si ton mari est vraiment cet ingénieur talentueux dont tu parles, il intéressera certainement mon père. Laura avait rapporté les paroles de Charlotte à Bastien. Celui-ci avait réfléchi et dit « Donc, ce n'est pas simplement une soirée, mais plutôt une réception d'affaires. » Apparemment, oui. Dans ce cas, il faut y aller d'autant plus. Mais reste sur tes gardes, tout peut arriver là-bas. Par exemple ? Je ne sais pas, mais j'admets que quelqu'un ait jeté son dévolu sur toi. Mais Charlotte n'est pas comme ça. Depuis que je la fréquente, elle n'est jamais venue me voir avec des cavaliers. Cependant, une fois, nous étions assises dans un café près de la maison de couture et son père y est entré. Il était seul ? Non, avec un homme. Le père a fait signe de la main à Charlotte, mais ne s'est pas approché de nous. Ils se sont installés dans un salon privé. Charlotte m'a dit que son père avait des négociations d'affaires avec un représentant du département voisin. Le samedi soir, Laura et Bastien étaient arrivés devant un immense manoir à la périphérie de la ville. Le portail s'était ouvert devant leur voiture et ils étaient entrés sur un terrain éclairé par des dizaines de lampadaires. Près de l'entrée, Charlotte les avait accueillis dans une robe somptueuse. Elle avait souri. « Enfin, Laura, tu es magnifique.
Et voici certainement ton célèbre mari. » Bastien avait salué poliment. Charlotte les avait conduits à l'intérieur, où une petite foule d'invités s'était déjà rassemblée. Hommes d'affaires, fonctionnaires, quelques personnes connues en ville. Charlotte avait dit « Mon père est occupé pour le moment, mais il fera votre connaissance plus tard. » Laura et Bastien avaient pris des coupes et avaient commencé à observer les lieux. Bientôt, un homme de haute taille en costume coûteux s'était approché d'eux. « Vous devez être Bastien, on m'a parlé de vous. »« Oui, c'est moi. Et vous ?»« Je suis Vincent, le maître de ce désordre. On me dit que vous êtes un homme d'idées. J'aime ce genre de personnes. » Bastien avait ressenti une légère tension, mais avait hoché la tête et répondu « Merci, bien que je pense que les rumeurs à mon sujet soient exagérées. La modestie est une belle qualité, mais parlons affaires. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Il s'était écarté. Laura était restée seule, mais Charlotte l'avait bientôt rejointe et avait demandé « Alors, qu'en penses-tu ? Pour l'instant, tout est très inattendu. Mon père perd rarement son temps. Si parle à ton mari, c'est qu'il a des projets sérieux. » Laura s'était méfiée. « Lesquels, par exemple ? » « Tu sauras bientôt. Au fait, tu as une magnifique maison. » »« Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de mon père. Je vis au centre. J'ai ma propre maison là-bas, sur 2 étages. Je viens ici pour les soirées qu'organise mon père. Parfois, je dors chez lui. J'ai ma chambre ici. Je peux venir à tout moment. » À ce moment-là, Bastien était revenu. Son visage était impassible, mais Laura le connaissait assez bien pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle avait demandé doucement « Tout va bien ? » « On en parlera plus tard. » La soirée s'était poursuivie, mais l'atmosphère avait changé pour Laura et Bastien. Ils étaient partis avant les autres. Dans la voiture, Bastien avait finalement expiré et dit « Il m'a proposé de passer travailler à l'administration départementale. Il dit qu'ils ont là-bas un projet spécial lié à l'industrie. » « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que j'avais besoin de réfléchir. Mais honnêtement, ça ne me plaît pas. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que ce n'est pas simplement une offre d'emploi. C'est quelque chose de plus. Et je ne suis pas sûr de vouloir m'embarquer là-dedans. » Laura s'était interrogée et avait supposé « Peut-être est-ce une chance ou un piège ? Dis-moi ce qui te préoccupe. » « Tout ce qui tourne autour du préfet. Ce sont des fonds publics. Le préfet lui-même, le cas échéant, s'en sortira, bien que ce soit précisément lui qui volera la part du lion. Et ce sont les simples exécutants qui purgeront des peines. Et que vas-tu faire ? Je vais réfléchir à la manière de refuser poliment cette proposition. Le lendemain, Bastien s'était rendu au travail, mais ses pensées étaient loin des processus de production. Il comprenait que refuser simplement au préfet n'était pas sans danger. Il fallait trouver un argument solide qui ne vexerait pas Vincent, tout en permettant à Bastien de rester à son poste. L'invitation elle-même ne plaisait pas à Bastien. Lorsqu'ils étaient rentrés de la soirée, il avait encore une fois partagé ses inquiétudes avec Laura. « Si je dis que je ne veux pas quitter l'entreprise, il peut interpréter cela comme du mépris. Et si je me réfère à ma famille, en disant que je ne suis pas prêt à déménager ou à assumer une charge accrue, ça sonne faible. Le préfet a besoin de gens qui brûlent d'idées. Si tu dis que tu n'y arriveras pas, il trouvera simplement quelqu'un d'autre. » Bastien avait réfléchi. Alors, peut-être jouer sur ses ambitions. Dire que mes idées de rationalisation apportent un bénéfice réel à l'usine, alors qu'à l'administration, je ne serai qu'un rouage dans le système. Laura avait souri. Ça se rapproche davantage de la vérité. Le lendemain, le directeur général de l'usine avait convoqué Bastien. Son visage était grave. « Bastien, Vincent m'a téléphoné aujourd'hui. Il s'est renseigné sur toi. » « Qu'est-ce que c'était hier ?» Bastien avait honnêtement exposé le contenu de la conversation. Le directeur avait écouté, puis avait soupiré lourdement. « Tu comprends, avec des gens comme le préfet, il faut être prudent. Si tu refuses, il peut commencer à faire pression sur l'entreprise. Et si tu acceptes, on ne sait pas où ça te mènera. Je ne veux pas partir. Alors trouvons un compromis. Propose-lui un rôle de consultant. Par exemple, tu restes chez nous, mais tu participes une fois par mois à son projet spécial en tant qu'expert invité. » Bastien avait acquiescé. C'était une option raisonnable. Pendant ce temps, Laura continuait de développer sa maison de couture. Après la soirée, des commandes avaient commencé à affluer de la part des épouses de fonctionnaires et d'hommes d'affaires. Charlotte, bien qu'elle ne discutât plus du sujet du travail de Bastien,
passait désormais plus souvent simplement pour bavarder. Un jour, elle avait demandé de façon inattendue. « Laura, tu ne trouves pas que ta maison de couture pourrait faire partie de quelque chose de plus grand ? Par exemple ? Mon père veut créer dans le département un pôle culturel et économique. Mode, art, nouvelles technologies. Tu pourrais diriger le secteur du design. » Laura s'était méfiée. Cela sonnait séduisant, mais ressemblait trop à la proposition faite à Bastien. « C'est intéressant, mais j'ai besoin de me concentrer sur mon affaire. Pour l'instant, je suis seulement en train de prendre de l'ampleur. » Charlotte avait souri, mais quelque chose de froid avait traversé son regard. « Comme tu veux, mais réfléchis. De telles occasions se présentent rarement. » Une semaine plus tard, Bastien avait été invité à une rencontre avec le préfet. Celui-ci avait accepté sa variante avec le rôle de consultant, mais avait ajouté « Seulement, restons informels. Si je vois que tu peux réellement aider, nous élargirons la collaboration. » Bastien avait accepté, mais intérieurement, tout s'était contracté. Il comprenait que ce n'était qu'un début. Cette nuit-là, il avait serré Laura dans ses bras et avait dit « Il faut que nous soyons prêts à tout. Si quelque chose tourne mal, nous nous en sortirons. Nous avons une maison, une affaire et une famille, et tout le reste est secondaire. » Quelques jours plus tard, Laura avait appelé Bastien de façon inattendue et lui avait proposé de déjeuner ensemble. Comprenant que quelque chose de plus important se cachait derrière cela, il avait accepté et demandé « Où se retrouve-t-on » ? « Dans un café, au centre. Celui qui appartient à Charlotte ? Oui, c'est elle qui m'a invité. Elle possède toute une chaîne de points de restauration assez rentables dans le département. » Ils s'étaient retrouvés dans un salon privé. Charlotte était un peu contrariée et pensive. Elle avait dit « Je vous ai invité pour m'excuser, mais je veux être honnête. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Hier, je savais, aujourd'hui, je ne sais plus. Quelque chose s'est produit ? Oui, et j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas m'en sortir seule, et je n'ai personne sur qui compter. Charlotte, nous t'aiderons bien sûr. Dis-nous ce qui s'est passé. » Ce matin, je me suis attardé à la maison, alors que j'aurais dû partir. Et à ce moment-là, un visiteur est arrivé chez mon père. Ce qui était inhabituel, c'est qu'il est entré par la porte de service, et mon père l'a accueilli personnellement. Il n'y avait bizarrement pas de sécurité dans la maison. Ils se sont installés dans le bureau de mon père au 2e étage. Mais le fait est que tout ce qui se passe dans le bureau s'entend dans le jardin d'hiver, où je me trouvais justement. « Et tu as écouté de quoi il parlait ? » ?»« Oui. »« Et qui était ce visiteur ? » ?»« Laura, tu te souviens ? Nous avions croisé mon père au café avec un homme. Tu avais encore demandé qui c'était. »« Oui. Tu avais dit que c'était ton père et un fonctionnaire du département voisin. » »« C'est ce que je pensais. Mais hier, j'ai appris que c'est effectivement un homme du département voisin, mais pas du tout un fonctionnaire. C'est le médecin-chef d'un hôpital psychiatrique. D'après ce que je sais maintenant, l'hôpital lui-même est caché dans la forêt, dans le département voisin. Quel est le lien entre ton beau-père et le médecin d'un hôpital psychiatrique ? Je me suis aussi posé la question et j'ai écouté leur conversation. Il s'est avéré que ma mère est détenue dans cet hôpital psychiatrique, et c'est mon soi-disant père qui l'y a enfermée. Beaucoup de choses obscures me sont devenues claires. Vincent n'est que mon beau-père. Et d'après ce que j'ai compris, il a fait emprisonner mon père il y a très longtemps pour un crime qu'il n'avait pas commis. D'où tiens-tu cela ? Dans la conversation, il a été question de la libération du père de Charlotte, c'est-à-dire mon père. Je ne savais rien de tout ça. Qu'est-ce que tu ne savais pas ? Je ne savais pas que j'avais un autre père biologique. Et tu ne l'as jamais vu dans ton enfance ? J'ai repensé à mon enfance, et autant que je me souvienne, Vincent a toujours été là. Quand j'étudiais à l'université à Paris, je ne rentrais pratiquement jamais à la maison. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai appris que ma mère s'était enfuie de chez Vincent avec un amant, qu'elle l'avait abandonné, lui et moi. Depuis, je vis ici avec mon beau-père, et je ne sais rien de ma mère. Qu'ont-ils dit d'autre ? Ils ont dit qu'il fallait d'urgence trouver une solution concernant Marie. Qui est Marie ? C'est ma mère. Et d'après ce que j'ai compris, il l'a cachée dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, mon vrai père sort de prison, et tout cela les effraie. Pourquoi penses-tu que cela les effraie ? Celui du département voisin a dit qu'Alexandre, une fois libéré, les réduirait en poussière. Et comment le retenir ? Il ne le sait pas.
Ils ont passé commande pour ça, mais il a une telle autorité là-bas que ceux qui s'en sont chargés ont disparu avec la compte. Laura et Bastien avaient échangé un regard. L'histoire de Charlotte ressemblait à une intrigue de roman policier, mais sa sincérité et sa peur ne laissaient aucun doute. Elle leur disait la vérité. Laura avait prudemment commencé. « Charlotte, es-tu sûre de vouloir te mêler de ça? Si ton beau-père est vraiment capable de telles choses, je ne peux pas rester les bras croisés. Toute ma vie, j'ai pensé que ma mère m'avait abandonné. Et il s'avère qu'elle a été enfermée dans un asile et que mon vrai père a été emprisonné pour rien. Je ne sais même pas comment il s'appelle. » Bastien avait réfléchi et dit « On dirait que son nom est Alexandre. S'il craigne autant sa libération, c'est qu'il a des leviers d'influence. Peut-être sait-il quelque chose de compromettant sur le préfet. » « Non, Bastien, il est plus probable qu'il veuille se venger d'eux. » « Comment ? Souviens-toi de la façon dont le comte de Monte Cristo a agi. » « D'accord, mais comment vérifier tout ça ?» Charlotte avait baissé les yeux. « Je vais essayer de trouver des documents. Mon père a un coffre-fort dans son bureau. Je connais le code. C'est la date de ma naissance. » « Non, c'est dangereux. S'il te surprend, il te détruira. » « Je n'ai pas le choix. Vous voyez bien qu'il vous entraîne déjà dans ses affaires. Une proposition pour toi, une proposition pour Laura. Ce n'est pas une simple coïncidence. Et qu'a-t-il prévu pour nous ? Faire emprisonner Bastien pour détournement et vol de fonds publics, et faire de Laura sa maîtresse. Alors nous n'avons pas le choix non plus, avait dit Laura. Il faut réfléchir à l'endroit où cacher Théo. On peut laisser mon fils chez ma cousine ? Elle vit loin, elle travaille comme infirmière dans une école maternelle. Laura avait posé sa main sur l'épaule de Charlotte et avait dit « Tu ne dois pas agir seule. Réfléchissons à tout dans les moindres détails. » Ils avaient élaboré un plan. Selon celui-ci, Charlotte devait d'abord faire une reconnaissance dans le cottage. Ensuite, sous couvert de Laura qui venait au cottage soi-disant pour un essayage urgent du costume confectionné, elle pénétrerait dans le bureau de Vincent. Elles avaient réussi à faire en sorte que la sécurité reste dehors pour ramasser les feuilles, sachant qu'elles pouvaient être écoutées. Dans le coffre-fort, elles avaient tenté de trouver le moindre indice sur le nom du vrai père de Charlotte ou sur le lieu où il avait purgé sa peine. Pendant ce temps, Bastien s'était chargé d'une tâche complexe. Grâce à ses contacts dans l'entreprise, il avait accédé aux archives d'anciens dossiers judiciaires et avait retrouvé les traces d'une affaire liée au préfet. Après de longues négociations avec l'archiviste, il avait racheté le dossier original. L'homme qui le lui avait vendu ne risquait en principe rien. Il travaillait depuis peu, et le dossier était resté aux archives 12 ans, si bien que personne n'aurait pu déterminer quand il avait disparu. Par ailleurs, Laura, Bastien et Charlotte cherchaient un refuge où se cacher au cas où la situation s'envenimerait. Dans le bureau du préfet, pendant qu'il était en réunion, elles avaient trouvé dans le coffre-fort un dossier marqué AS. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie sur laquelle un homme en uniforme militaire, une femme dans laquelle Charlotte avait reconnu sa mère et une petite fille avec eux. C'était Charlotte elle-même. Elles avaient également trouvé dans le coffre-fort un jugement du tribunal selon lequel Alexandre avait été condamné en vertu de l'article 159 pour escroquerie à une peine de 12 ans. Il y avait aussi une lettre de la colonie pénitentiaire dans laquelle Alexandre écrivait « Vincent, tu sais que je suis innocent. Quand je sortirai, tout rentrera dans l'ordre. » Charlotte et Laura avaient photographié les documents et remis tout en place. Pendant ce temps, Bastien avait découvert par l'intermédiaire d'un juriste de sa connaissance qu'Alexandre avait été partenaire commercial de Vincent dans les années 90. Leur société s'occupait de fourniture d'équipements, mais après une grosse transaction, Alexandre s'était retrouvé subitement sous enquête, tandis que Vincent était devenu préfet. Bastien, après avoir pris connaissance de ce dossier, avait conclu « Un coup monté ». Et il semble que ce soit son associé qui l'ait piégé. « Mon père a demandé aujourd'hui si quelqu'un était entré dans son bureau », avait dit Charlotte. « Quelqu'un nous a vus. Nous sommes en danger. » « Je ne sais pas. » Bastien avait proposé. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Paris ?»« Et qu'est-ce qu'il faut pour ça ?» avait demandé Charlotte. « Charlotte, tu vas demander de l'argent à ton père pour ça ? J'ai mon propre argent. Je me suis rendu à l'hôpital psychiatrique et j'ai découvert qu'on peut faire évader votre mère. Mais pour cela, il faut de l'argent. En plus, j'ai pris des renseignements. Une chasse ouverte est lancée contre votre père à sa libération. Ils l'attendront à la gare. Il n'y a qu'une seule route depuis la zone pénitentiaire. Et que faire ? J'ai réglé cette question. Vincent était nerveux. Tout ne se passait pas comme prévu.
Voilà que sa fille voulait soudainement aller à Paris, où Laura, devenue son amie, comptait également se rendre. Le but du voyage de Laura était de visiter des expositions de mode, d'acheter du tissu et de la mercerie pour ses articles de couture. Vincent n'avait pas empêché Charlotte de partir, d'autant plus que cela l'arrangeait. Ces jours-là, Alexandre allait être libéré, et sur ordre de Vincent, il devait se débarrasser de Marie qu'il n'avait jamais réussi à briser à l'hôpital psychiatrique. Il avait menti à Marie pendant un certain temps, promettant de sortir son mari Alexandre de prison. Mais quand elle avait compris qu'il la trompait, il avait fallu recourir à l'aide d'un psychiatre. Il ignorait que Bastien, avec l'aide d'amis, s'occupait activement de la libération de Marie et de la protection d'Alexandre lors de sa sortie. À l'hôpital psychiatrique, on avait trouvé des gens qui, pour de l'argent, étaient prêts à la faire sortir de l'établissement et à la remettre entre les mains de celui qui viendrait la chercher. Tout avait été fait après le faux départ de Charlotte et Laura. Marie avait été sortie du bâtiment tard dans la soirée et remise à un ami de Bastien qui l'avait emmenée dans sa voiture. Elle n'était pas tout à fait lucide. L'infirmier qui l'avait fait sortir avait dit « Elle reprendra ses esprits dans 24 heures, pas avant. D'ici là, elle se tiendra tranquille. Je ne sais pas de quel médicament il s'agit. On a commencé à le lui injecter récemment. C'est le médecin-chef lui-même qui fait les piqûres. Chaque jour, après-midi, il récupère les ampoules des injections. Donc on ne remarquera pas son absence avant demain après-midi, bien qu'elle soit sous surveillance particulière chez nous. » Alexandre avait reçu son certificat de libération, ses effets personnels, et était sorti de la zone pénitentiaire. Il devait marcher environ 5 km jusqu'à la gare. Il n'y avait pas de transport, et d'ailleurs, pas d'autre route. Il se disait que si tout se passait bien, il serait en ville le soir, et là, il trouverait ses frères qui l'aideraient à régler ses comptes avec Vincent. Il découvrirait aussi ce qu'était devenue sa fille, où Marie avait disparu. À peine avait-il disparu de la ligne de vue directe de la zone qu'un homme l'avait interpellé. Il avait demandé « Alexandre ?» Alexandre s'était mis sur ses gardes et s'était préparé à riposter, se rapprochant progressivement de l'homme au cas où celui-ci sortirait un pistolet. Il avait répondu « Supposons. Et toi, qui es-tu ? » « Je viens de la part de Charlotte. Tu ne peux pas aller à la gare. Ils t'y attendent déjà. Et de toute façon, quitte la route et suis-moi. » « Et où allons-nous ? Au village ou ville administration de la zone ? » ?»« Non, ni toi ni moi n'avons rien à faire là-bas. Quelqu'un a accepté de nous conduire, toi et moi, jusqu'à la gare de correspondance. De ce petit arrêt, les trains ne vont pas dans cette direction. » L'homme avait marché devant et avait très vite mené Alexandre jusqu'à une clairière où se trouvait un véhicule tout-terrain artisanal. Le conducteur du véhicule avait dit « Montez ». Lorsque la nuit était tombée, ils étaient à la gare de correspondance où, profitant de l'obscurité, ils étaient montés dans le dernier wagon. À ce moment-là, au petit arrêt où Alexandre devait arriver, 3 hommes venus l'accueillir étaient bloqués et pestaient violemment. Le petit arrêt n'avait pas de gare convenable, et de plus, l'objet de leur chasse n'était pas apparu. Ils n'arrivaient pas non plus à joindre leur commanditaire pour lui signaler qu'ils n'avaient rien pu faire. Alexandre avait demandé à l'homme qui l'accompagnait « Et maintenant ? On arrivera sur place et je te remettrai à quelqu'un. » « À qui ? Je ne sais pas. À Vincent ? Non, certainement pas à Vincent. Et que se passe-t-il en ville ? Je ne suis pas de votre chef-lieu, ni même de votre département, donc je ne sais rien. On t'a engagé ? On peut dire ça comme ça. Arnaud avait téléphoné à Vincent et lui avait annoncé « Vincent, Marie a disparu de l'hôpital. » Comment cela a-t-il pu se produire ? Pourquoi je te paie ? Écoute, pendant presque 12 ans, tout s'est bien passé. Maintenant, au moment où nous avons décidé de nous débarrasser d'elle, elle a senti quelque chose. Ne dis pas de bêtises, viens ici, d'urgence. Je pense que puisque la mère a disparu, il faut que sa place soit occupée par sa fille. Alexandre était apparu dans le chef-lieu du département seulement le lendemain. Il était arrivé tard dans la soirée et avait été remis directement à la gare entre les mains de Bastien. Bastien lui avait expliqué la situation en disant notamment « Votre fille Charlotte est vivante et en bonne santé. Elle a récemment appris la vérité sur vous et sur Marie, mais en ce moment, pour détourner les soupçons, elle se trouve avec ma femme Laura à Paris. Tout cela était nécessaire pour brouiller les pistes. Nous avons déjà fait sortir votre femme de l'hôpital psychiatrique, mais son état est grave. Où est-elle ? À l'hôpital ? Oui, nous l'avons cachée dans une clinique privée. Les médecins disent qu'on la maintenait sous médicaments puissants.
Il faut du temps pour qu'elle reprenne ses esprits. Mais pour vous croire, vous et votre fille, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer. J'étais jeune et avec mon associé Vincent, je me suis lancé dans les affaires. Les temps étaient violents et des bandits nous rendaient visite en réclamant leur part pour la protection. Et oui, nous payions. Puis cela nous a lassés et Charlotte avait alors environ 5 ans. Je l'ai envoyée avec Marie au village, chez sa mère. Vincent, qui voyageait dans le département, leur rendait visite chaque mois et leur apportait de l'argent. Nous avons cessé de payer les bandits et à un moment donné, nous les avons nous-mêmes coincés. D'après ce que j'ai compris, c'est ensuite Vincent qui l'a fait par l'intermédiaire d'un policier. Et vous avez fait revenir votre famille? Non, seule Marie est revenue. On craignait que les bandits ne frappent par vengeance là où ça fait le plus mal, l'enfant. Charlotte est restée chez sa grand-mère et a terminé l'école là-bas. Ensuite, quand nous avons décidé de ce qu'il fallait faire, Vincent a proposé de l'emmener étudier à Paris. J'ai vu ma fille pour la dernière fois de loin, à l'aéroport, quand elle partait pour Paris avec Vincent. Et puis ça a commencé. Alexandre a défermé les yeux. 12 ans de prison, une fausse accusation, une famille volée. Maintenant, il savait qui était derrière tout cela. Il avait demandé « Où est Vincent ?» Pour l'instant dans son manoir, mais il se doute déjà de quelque chose. Et demain, il attend son ami Arnaud, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique où Marie était détenue. Bien, mais je pense avoir le droit de me venger de ce qui m'a été fait, à moi et à ma famille. La vengeance est-elle nécessaire? Et comment? D'autant plus que je connais Arnaud. Que s'est-il passé? Nous avons lancé nos affaires ensemble dans les violentes années 90. Mais quand il s'est agi d'un gros contrat public, Vincent m'a piégé et a fabriqué des preuves d'escroquerie. Je suis certain qu'aujourd'hui encore Vincent a son talon d'Achille. Ce sont des schémas de corruption liés à l'argent public. Bastien, si tu avais travaillé pour lui, tu saurais où sont cachés les squelettes dans le placard. Ah, je suis enregistré là-bas comme consultant. Et oui, j'ai quelque chose d'intéressant. Bastien avait sorti un dossier de documents. C'était d'anciens rapports financiers, de la correspondance, des preuves de pots de vin. Si on remet ça entre les bonnes mains, je pense qu'il ne pourra pas garder son fauteuil. Et alors? Rien. Nous devons intercepter Arnaud. Tu as tes hommes dans la sécurité? Bien sûr, il ne tient pas à ses hommes. Il n'y a pas de fidèles dans sa sécurité. Excellent. Nous allons donc l'intercepter. Je te le dis comme ça. Vincent a déjà donné l'ordre à Arnaud de placer Charlotte à la clinique à la place de Marie. Nous le savons suite à l'interception radio de leur conversation téléphonique. Bien. Et où allons-nous cacher Charlotte? Pourquoi la cacher? Elle a son propre logement. Nous frapperons là où il ne s'y attend pas. Charlotte et Laura, au lieu de faire du shopping à Paris, étaient secrètement revenues en ville. Elles étaient parties, mais pas loin, de manière à ce que Charlotte puisse rendre visite à sa mère. Charlotte comprenait que son beau-père se doutait déjà de sa trahison, mais elle n'avait plus le choix. Laura avait demandé « Tu es sûre de vouloir faire ça ?»« Oui, je ne le laisserai pas tromper tout le monde à nouveau. » Dans la clinique privée, Marie commençait déjà à se remettre des médicaments puissants. Elle commençait à reconnaître Charlotte. Les rencontres quotidiennes et l'atmosphère favorable faisaient leur effet. Marie, perdue dans le temps, avait demandé à sa fille « Et où est Alexandre ? » « Il est en ville et viendra bientôt. »« Ma fille, alors il me faut un miroir, du rouge à lèvres et un peigne. » Charlotte n'avait pas dit à sa mère que beaucoup de temps s'était écoulé et qu'Alexandre avait purgé une peine. À ce moment-là, le téléphone avait sonné. Bastien avait dit « Tout se déroule selon le plan. Alexandre est déjà arrivé et veut voir Marie. »« Amène-le chez nous. D'abord je parlerai avec lui, puis nous irons ensemble voir maman. » Vincent arpentait nerveusement son bureau. Marie avait disparu. Charlotte ne répondait plus. Alexandre n'était pas apparu à la gare. Quelque chose avait mal tourné. Ce jour-là, il avait convoqué le directeur de la police départementale. Celui-ci était arrivé, était entré dans la maison, était monté au bureau et avait demandé « Vincent, quelque chose d'urgent ?»« On ne peut plus urgent. Parle, je pense que tout peut se régler. »« Tu te souviens d'Alexandre ?»« Oui, je me souviens. C'est celui que j'ai emballé à ta demande. Il est déjà en liberté ?»« Oui, il est déjà libre. Je me souviens que quelqu'un avait dit qu'on ne le reverrait plus. Et aujourd'hui, ce quelqu'un est directeur de la police départementale. Vincent, je comprends ton mécontentement, mais là-bas je ne pouvais pas l'atteindre.
Le système n'obéit pas à moi, mais au ministère de la Justice. Je suis entré en contact avec un individu au sujet d'un accident. Il a demandé une telle somme. Et tu n'as pas payé ? J'ai payé, et alors ? Cet individu a disparu. Ensuite, j'en ai chargé 3 autres. Je leur ai promis de les faire monter. Résultat, 3 accidents dans la zone. Et le plus vexant, c'est que les parrains ont flairé quelque chose. J'ai dû tout suspendre. Et Alexandre est devenu une autorité dans la zone. Écoute, tout ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, il est en ville. Je vais l'attraper. L'attraper ? Tu sais que Marie s'est enfuie de l'asile. Je ne sais pas où est passé Arnaud. Il m'a téléphoné et devait venir, mais il n'est toujours pas là. Que faire ? À cette question, il n'y a pas de réponse. Je ne comprends pas, Vincent, pourquoi tu devais persécuter Alexandre ? Nous aurions gagné de l'argent de toute façon, c'est vrai, un peu moins. Moi, beaucoup moins. Et lui ne voulait absolument pas accepter ma proposition. Et il nous aurait dénoncés. Et toi, tu n'étais pas encore directeur de la police. C'est maintenant que je t'ai fait passer d'enquêteur à directeur. Mais j'ai aussi terminé l'académie. Seulement, on t'y a accepté grâce à ma protection. Bien que j'étais à l'époque un simple fonctionnaire de l'administration. Dis-moi ce que tu proposes. Je pense que pour commencer, il faut le mettre en recherche. Tu penses petit, pas seulement lui, mais aussi Marie, et en plus Charlotte et son amie Catherine. Et voilà que Catherine a un mari. Il faudra de toute façon le coffrer. Alors organise son arrestation. C'est celui qui était à la soirée ? Oui. Et pourquoi ? Il est lié à tout ça. Non, nous n'allons pas le toucher. Je vais le faire surveiller. Et grâce à lui, nous remonterons jusqu'à tous les autres. Seulement il y a un mais. Quoi ? Qu'est-ce qui t'effraie ? Je n'ai pas d'homme sur qui je peux compter. J'en avais 3, mais ils se sont révélés peu fiables. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Je les ai envoyés à la gare attendre Alexandre, mais il n'est jamais venu. Et maintenant tu dis qu'il est déjà en ville. Je ne le sais pas avec certitude, mais je le suppose. Mais ton idée de surveiller Bastien me plaît. Quand vas-tu mettre la surveillance en place ? Demain matin. On avait rappelé Bastien. Il avait répondu. Et un homme au téléphone avait dit « Bastien, dès demain matin, ils vont te faire suivre par nos limiers de la police départementale, sois au courant. » Et voici autre chose. Alexandre, Charlotte, Marie et ta femme vont être mises en recherche. Qu'est-ce que ma femme vient faire là-dedans ? Il suffit d'avoir la personne, on trouvera le motif. Bastien, ayant terminé la conversation, avait rappelé sa femme avec un téléphone de secours et lui avait raconté les nouvelles. Il l'avait prévenu, sous aucun prétexte ne laisser Alexandre entrer en ville. Amenez-le chez Marie, qu'il s'installe dans une chambre libre. Et aucun paiement par carte bancaire. Le lendemain, une surveillance avait effectivement été mise en place autour de Bastien. 2 enquêteurs en civil montaient la garde à l'entrée de l'usine, un autre près de sa maison. Mais Bastien était prêt à une telle tournure des événements. Il était sorti du travail comme d'habitude, était monté dans sa voiture et s'était dirigé non pas vers sa maison, mais dans la direction opposée, vers la zone industrielle où se trouvait l'usine de couture de Laura. La filature l'avait suivi. Bastien était entré dans le bâtiment, était sorti par la sortie de service, était monté dans une autre voiture préparée à l'avance et avait disparu. Des enquêteurs restés devant l'usine n'avaient même pas remarqué la substitution. Pendant ce temps, Alexandre, caché dans la clinique privée, était enfin assis dans la chambre de Marie. Et il ne pouvait s'arrêter de parler. Elle l'avait reconnu malgré les années de séparation. Elle, serrant sa main, demandait « Alexandre, tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ?» Marie, maintenant je ne partirai nulle part. Charlotte, qui se tenait à côté, n'avait pas retenu ses larmes et avait dit « Papa, je suis si heureuse que nous soyons ensemble. » Alexandre avait serré sa fille dans ses bras. « Pardonne-moi de n'avoir pas pu te protéger à l'époque, mais je faisais confiance à Vincent. Maintenant nous sommes ensemble, et nous ferons en sorte que Vincent réponde de tout. » Bastien, qui était arrivé à la clinique, avait rencontré Laura, Charlotte et Alexandre et avait annoncé « À en juger par les derniers événements, Vincent a déjà compris que nous sommes contre lui. Il nous a tous mis en recherche, mais je ne peux pas encore comprendre pourquoi il compte nous arrêter. Je pense qu'il trouvera un motif formel d'arrestation. Je le comprends aussi. D'autant plus que le directeur de la police départementale est de son côté. Apparemment, ce sont de vieux amis. Qui est actuellement directeur de la police départementale ? Avait demandé Alexandre. Pierre Sandreau. Je me souviens de lui. Il m'a interrogé.
Il disait que tout irait bien. Et autant que je sache, il était déjà ami avec Vincent à l'époque. Laura avait demandé ce qu'il avait en tête. Il va essayer de nous repérer et de nous éliminer discrètement. Mais nous avons des atouts. Et là, Alexandre avait dit « Juste avant mon arrestation, j'ai réussi à copier tous les documents qu'on m'a saisis et j'ai caché les copies. Je n'ai pas vu les originaux dans mon dossier. Ils les ont visiblement détruits. Et où est la cachette? Il faut aller en ville, dans ma maison. Et où est ta maison? Cette maison appartient aujourd'hui à Charlotte. Oui, mais il peut y avoir une embuscade. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Mais d'après les documents que j'ai cachés avant mon arrestation, on voit les pots de vin, les schémas, les appels d'offres falsifiés. Vincent pensait avoir détruit toutes les preuves. Mais j'ai eu le temps de faire des copies de sauvegarde. En plus, il y a quelques originaux. Charlotte avait demandé « C'est suffisant pour le faire emprisonner ?» Je pense que oui. Mais ce serait bien qu'il avoue lui-même. Ça, il ne le fera pas. Bien que sous pression, quelqu'un puisse craquer, et aujourd'hui, nous avons de quoi l'accuser. Par exemple, l'hospitalisation illégale d'une personne dans un établissement médical dispensant des soins psychiatriques en milieu hospitalier. C'est un acte punissable, et la sanction peut aller jusqu'à 7 ans de privation de liberté. Dans ce cas, nous aussi, on peut nous enfermer pour cet article. Nous avons bien attrapé Arnaud et limité sa liberté. Nous n'avons pas mis à l'asile psychiatrique. De plus, je ne vous l'avais pas dit. Je l'ai remis au service de lutte contre le banditisme du département voisin. On a trouvé de la drogue sur lui. Il a été arrêté. Et pourquoi Vincent ne sait rien de tout ça? C'est que Arnaud a été arrêté dans le département voisin. Son hôpital se trouve là-bas. C'est pourquoi Vincent n'a pas été informé. Le département voisin n'est pas son territoire. Donc le service de lutte contre le banditisme est maintenant de notre côté. Oui, et ils aideront à dénouer la situation. En ce qui concerne Vincent, il doit se mettre en colère et commettre une erreur. Mais il faut qu'on récupère d'une manière ou d'une autre les documents cachés dans la maison de Charlotte. Ils avaient élaboré un plan pour pénétrer dans la maison de Charlotte. Avant cela, Bastien avait vérifié auprès de son homme dans la sécurité de Vincent si celui-ci contrôlait la maison de Charlotte en ville. L'homme avait répondu « Oui, c'est le cas. Il y a 2 types de la sécurité qui surveillent. Ils ne sont pas très bien préparés. Vincent les a recrutés quelque part récemment. Après avoir vérifié avec Charlotte l'existence d'entrées de secours dans la maison, tard dans la soirée, Bastien et Alexandre étaient entrés par la porte de service. Ils savaient où se trouvaient les gardes, car ceux-ci ne se cachaient pas vraiment en se déplaçant dans la maison. Ayant rapidement maîtrisé la résistance, ils avaient attaché les gardes. L'un d'eux ne résistait pas particulièrement et essayait de dire quelque chose. Alexandre lui avait retiré le bâillon de la bouche et avait demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»« Alexandre, tu ne me reconnais pas? Qui es-tu ?»« Je suis Marc. »« Marc, tu étais joueur et petit escroc, et là tu as trouvé du travail comme garde. Encore un peu et tu iras à la sécurité privée. Comment tu trouves ça? » « Je ne savais pas qu'on te recherchait. Maintenant tu le sais. Écoute, je comprends que tu es venu ici pour quelque chose. Supposons. Prends ce dont tu as besoin. Et nous ne t'avons pas vu. Mon partenaire se taira. Pas besoin de nous attacher. D'accord, mais quitte ton patron. De gros ennuis l'attendent. Je dois lui transmettre ça? Non, tu ne m'as pas vu. Dis-moi, comment tu es arrivé chez lui? Quand je suis sorti, c'est le directeur de la police en personne qui m'a placé chez lui. Et tu te connais d'où? Dans ma jeunesse, il s'est mis à jouer aux cartes avec moi. Et alors? Comment ça? Je l'ai sérieusement plumé à l'époque. Je ne savais pas qu'il était enquêteur. Mais on s'est ensuite séparés en bons termes. Et puis, pendant une partie, des pigeons ont fait un scandale quand ils ont compris que mon partenaire et moi les plumions bien. Et quoi? Je n'ai dit à personne. Mais dans la bagarre, celui que je plumais s'est jeté sur mon couteau. Mon partenaire a tout pris sur lui. Il n'avait rien à perdre. Et moi, on m'a donné une petite peine. Mais Pierre Sandro avait compris ça. Et dès que je suis sorti, il m'a retrouvé dans le bouge de tante Jeanne et m'a proposé de travailler pour lui. Sinon, a-t-il dit, il réouvrirait l'affaire avec de nouvelles circonstances. Il n'y en avait pas. Voilà, il m'a placé dans la sécurité du préfet. Il m'a prévu d'avoir toujours un couteau sur moi. C'est-à-dire qu'il te donnera l'ordre d'éliminer le préfet. Il semblerait que oui. Et moi, ils m'abattront très probablement lors d'une tentative de fuite. Tu as d'excellentes perspectives. Retiens mes numéros de téléphone, et quand ça arrivera, appelle.
Bastien et Alexandre avaient récupéré les papiers de la cachette et étaient partis. Marc avait tenu sa promesse et n'avait rien signalé à Vincent de leur apparition dans la maison de Charlotte. Son partenaire s'était tu aussi. Marc lui avait dit « Nous ne devrions pas nous mêler des relations entre Vincent et Alexandre. On demandera des comptes pour Alexandre. C'est une sérieuse autorité. » Bien que Vincent fût nerveux, rien ne se passait et il ne pouvait trouver les disparus. Il avait convoqué à nouveau Pierre Sandro dans sa résidence de campagne. Ils avaient eu une longue conversation qui n'avait abouti à rien. Ils s'étaient simplement disputés. Vincent avait accusé le directeur de la police d'inaction et l'avait averti. « Si je coule, je t'entraînerai avec moi. Je n'attendais rien d'autre de toi. C'est toi qui as créé cette situation. » De quelle manière ? À l'époque, je t'avais proposé de l'éliminer lors de son interpellation. Et toi ? On ne pouvait pas faire ça. Et maintenant ? Maintenant, c'est nécessaire. Il est amer et va simplement nous détruire. Arnaud s'est révélé plus malin que nous. Il a simplement fui. Mais il a abandonné sa clinique dans laquelle il avait investi pas mal d'argent. L'argent de qui ? Il investissait dans la clinique de l'argent du budget départemental. Je me suis disputé avec le préfet du département voisin à cause de ça. La conversation s'était terminée par un scandale. Le directeur de la police était parti. Soudain, le téléphone de Vincent avait sonné. Il avait regardé le numéro inconnu, avait répondu et une voix familière avait retenti, ce qui avait glacé la poitrine du préfet. « Salut Vincent. »« Alexandre, bien joué, il a reconnu. Tu sais que tu as perdu ? » ?»« Alexandre, où es-tu ? Quelle différence ? Une surprise t'attend. Je suis libre, Marie aussi. Nous avons retrouvé notre fille et elle est avec nous. » « Quoi ? Et comment as-tu organisé tout ça depuis la prison ? » « Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que tous les documents ont été conservés. »« Les documents ? Oui, ceux-là même que tu pensais avoir détruits. Tu mens. Vérifie, je t'envoie un des contrats. » Alexandre avait envoyé à Vincent la photographie d'une des pages du contrat falsifié signé de sa main. Vincent était devenu furieux et avait commencé à hurler. Alexandre avait dit « Vincent, ne t'énerve pas. Pense à l'Éternel. Ton complice Pierre Sandro a décidé qu'il était temps de te supprimer et a même trouvé un exécutant. Il t'emmènera très probablement dans un endroit tranquille. L'exécutant sera tué lors de son interpellation. » À ce moment-là, le directeur de la police était entré dans son bureau et avait dit « Mes spécialistes ont intercepté l'appel. Excuse-moi, tu étais sur écoute. D'après nos coordonnées, ils sont dans le vieux quartier de la ville. C'est là où se trouve la vieille usine ? Écoute, tu me prends pour un imbécile ? Vincent, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux que j'aille là-bas pour que tu m'y descendes ? L'idée est bonne, seulement elle ne m'est pas venue à l'esprit pour une raison quelconque. Eh bien, à moi, elle est venue. Vincent, j'aurais pu organiser un attentat contre toi ici même dans ta maison et tout mettre sur le dos d'Alexandre. Tu n'aurais pas pu. Tu as peur du compromis. Le compromis, s'il existe, se trouve dans la maison. Et ta maison est en bois, en chêne précisément. Si on y met le feu, le temps que les pompiers arrivent, il n'y aura plus rien à éteindre. Et la température de combustion du chêne est très élevée. Bien que ce ne soit pas du hêtre, ni du frêne, ni du charme. Tu me menaces ? Je te dis d'allumer ton cerveau et de comprendre que te tuer ne m'arrange pas. Nous marchons ensemble depuis trop longtemps, et on ne change pas de chevaux en pleine traversée. De plus, on ne t'a pas appelé depuis le territoire de la vieille usine, mais d'une clinique privée qui a ouvert dans ce quartier il y a 6 mois, sans mon autorisation. Tu n'étais pas dans le département, et à l'ouverture assistait ta fille Charlotte. Il s'avère qu'elle a fait connaissance à ce moment-là avec le médecin-chef de la clinique. Je t'en dis plus. Marie suit actuellement une réadaptation. Qu'est-ce que tu proposes ? Ne te précipite pas. Je rassemble des gens fiables. Nous devons éliminer Alexandre, Marie, Charlotte, Bastien et Laura. Fouiller la clinique. Si jamais on y trouve Arnaud, il faudra aussi le faire disparaître. Et Arnaud, pourquoi ? Il n'a pas été à la hauteur de notre confiance. Et comment allons-nous cacher tout ça ? Simple, ceux qui attaqueront la clinique sont tous d'anciens condamnés. Ils seront liquidés lors d'une opération de police réussie, dirigée par le chef de la police départementale et le préfet. J'y serai aussi. Et toi, tu ne veux pas voir Alexandre se faire tuer ? Lui, je veux l'abattre moi-même et que Marie le voie.
Les services de Pierre Sandro avaient effectivement intercepté l'appel et localisé l'endroit d'où Alexandre avait téléphoné à Vincent. Dans la clinique, une bande avait été envoyée, avec l'ordre formel, après l'arrivée de Vincent, de faire irruption à l'intérieur et d'éliminer les personnes recherchées: Alexandre, Marie, Charlotte, Arnaud, Bastien et Laura. En échange, il avait promis à tous une rémunération conséquente. Il avait appelé séparément Marc et lui avait dit: « Mets-toi en route avec ton partenaire pour la clinique privée en périphérie. Trouvez des vêtements d'hôpital pour ressembler à des patients. » « Les vêtements, c'est pas un problème. »« Parfait. Votre cible, c'est le préfet. Souviens-toi, il te connaît. Mais je lui dirai que vous avez été spécialement infiltré là-bas. »« D'accord. Les votes sortis, on les prépare nous-mêmes ? Réfléchissez à cette question vous-même. Après l'action, allez vous planquer dans ma maison de campagne. Vous y resterez caché et je vous ferai passer dans un autre département où je vous recaserai quelque part ici. » Dans les plans de Pierre Sandro, il était prévu de compromettre Marc et son partenaire et de les abattre lors de leur interpellation. Et si jamais ils sortaient vivants de la clinique, il était prêt à les faire supprimer dans sa maison de campagne. Marc, ayant reçu les instructions, avait aussitôt rappelé Alexandre et lui avait dit: « Alex, c'est moi, Marc. Tu avais raison. J'ai reçu l'ordre de Pierre d'éliminer le préfet, et il sait que vous êtes caché dans une clinique privée. Je pense qu'il va y envoyer ses spécialistes. » « Qui ça ? Tu devrais appeler notre référent pour le département. On te respecte ici. » « J'ai parlé avec lui, il peut aider. »« J'appellerai bien, mais on n'a pas le temps. Tu ne verras pas d'inconvénient à ce que j'intervienne moi-même ? Aide-nous. » Ni Vincent ni Pierre ne savaient quelle machine s'était mise en marche dans la ville. D'un côté, la sécurité de Vincent s'agitait. Les forces de la police départementale avaient été mobilisées. Elles avaient reçu l'ordre d'organiser une embuscade près de la clinique privée et, en cas de tentative d'attaque, de ne faire preuve d'aucune indulgence envers les assaillants. Marc et son partenaire s'étaient activés. Personne ne savait non plus que des forces des services de sécurité étaient arrivées en ville et qu'elles disposaient de l'information la plus complète. Marc avait vite rappelé Alexandre et dit: « Ne t'inquiète pas, les nôtres te couvriront. »« Comment ? » ?»« Il y aura des gars là-bas, mais ils viendront sans armes. Quand le préfet et le chef de la police arriveront, ils se débineront. On n'a rien pour les arrêter. Il y aura aussi des flics, mais ils n'auront personne sur qui tirer. Et toi ? Là, Alex, tu me couvriras. Je n'aurai pas d'armes. Pour toi, n'importe quel clou est une arme, mais ça, nous sommes les seuls à le savoir. Très bien, tu me couvriras. » Vincent, à peine capable de contenir sa rage, avait sorti un pistolet du coffre-fort, inséré un chargeur. Après réflexion, il avait pris un second chargeur et l'avait glissé dans sa poche. Pendant ce temps, dans la cour de la maison de campagne, ses gardes s'étaient rassemblés, tous des individus des plus douteux. Par précaution, on les avait armés. Après un bref rappel sur le renforcement de la vigilance, ils étaient montés dans les voitures. 40 minutes plus tard, ils arrivaient à la clinique. À leur arrivée, tout le personnel et les patients avaient déjà été évacués. Le médecin-chef en était très mécontent, mais il ne pouvait s'opposer à la décision de Charlotte. Il s'était avéré que Charlotte était la principale mécène de cette clinique. Dans la chambre où l'arrestation du préfet était prévue, des agents des services de sécurité s'étaient dissimulés derrière un paravent. Un enquêteur du parquet et un officier venu du département voisin s'étaient cachés dans la chambre attenante. Marie, Charlotte et Laura avaient été mises à l'abri dans un petit bâtiment voisin de la clinique, sous bonne garde. Tout était prêt pour la venue de Vincent. Pierre Sandro était arrivé le premier devant la clinique privée. Vincent tardait, et il avait décidé de vérifier si Marc était sur place. Il était entré dans le bâtiment, avait vu Marc et son partenaire debout dans le hall. Il avait été troublé par le fait qu'il n'y ait personne dans le bâtiment, que l'accueil soit fermé et les guichets occultés. Il avait demandé à Marc: « Tu n'as vu personne ici ? » « Alexandre est dans la 3e chambre à gauche. Attendez le préfet, faites le boulot et partez comme je vous l'ai dit. » Pierre Sandro avait sorti un pistolet et était entré dans la chambre indiquée. À peine entré, il avait été maîtrisé par les agents des services de sécurité. Il avait bien tenté de prouver qu'il était directeur de la police départementale. Mais on lui avait répondu: « Ça, nous le savons. Nous vous attendons depuis 3 jours. » Je ne savais pas. Maintenant vous savez. Où est le préfet ? Il me suivait en voiture. Mais le préfet n'était jamais apparu. Les individus louches en civil qui traînaient autour de la clinique avaient disparu comme par magie.
Les forces spéciales locales avaient également été rappelées. Marc et son compagnon avaient profité de l'agitation pour s'éclipser et s'étaient faufilés jusqu'à la maison de campagne du directeur de la police. Comprenant que puisque Pierre Sandro avait été arrêté, l'enquête viendrait perquisitionner, ils avaient rapidement inspecté la maison, découvert un coffre-fort, l'avaient ouvert et s'étaient emparés d'une somme d'argent conséquente. Après cela, ils avaient jugé leur présence inutile, avaient gagné la gare et quitté le département. Les policiers venus perquisitionner avaient découvert le coffre-fort ouvert. Mais ils avaient eu de la chance. Lors d'une fouille plus minutieuse, ils avaient trouvé un second coffre-fort que Marc n'avait pas remarqué. De plus, dans le premier coffre se trouvaient des documents qui n'intéressaient pas Marc, mais qui s'étaient révélés très utiles à l'enquête. Entre-temps, Vincent avait disparu. Il avait compris par instinct animal qu'un piège l'attendait à la clinique privée. Il ne pouvait comprendre de qui exactement, dans quoi il s'était embarqué. Il était clair que Pierre était également impliqué. Profitant du fait que la route était longue, Vincent s'était éloigné de son escorte et sans dépasser la voiture de Pierre, était parti vers un endroit que lui seul connaissait. Son chef de la sécurité, qui le servait depuis assez longtemps, était parti avec lui. Celui-ci avait simplement demandé « On se tire ?» Je ne vois pas d'autre solution. Le premier à fuir a été Arnaud. Visiblement, il a compris quelque chose et n'a pas voulu prendre de risques. Mais il aurait pu me prévenir. Et maintenant, pourquoi on n'y est pas allé? Je ne fais pas confiance à Pierre. Il a intérêt à m'éliminer. Bon, on va se planquer dans la cabane. Et après? Tu as de l'argent? J'ai des documents pour sortir du pays. C'est dommage de tout abandonner, bien sûr. Mais pour tout ce qu'on a fait ici, on risque la perpétuité. Et je ne veux pas. On avait tout pourtant, la carrière, l'argent. Et l'argent est resté avec nous. Moi non plus, je ne veux pas faire de la perpétuité. Pierre Sandro, une fois arrêté, avait été emmené au parquet. Il niait tout ce qu'on lui reprochait. L'enquêteur avait dit « On l'emmène dans notre département. Après tout, l'affaire pénale a été ouverte chez nous, pas ici. » Qu'est-ce qu'on me reproche? Pour commencer, l'hospitalisation illégale dans un établissement médical dispensant des soins psychiatriques en milieu hospitalier. Ce n'est pas moi. Nous vous donnerons l'occasion de discuter avec Arnaud. Qui est-ce et quand est-ce que je le verrai? C'est le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique du département voisin, et vous le verrez quand je déciderai d'organiser une confrontation. Mais cet article est le moindre de ce que je vais vous reprocher. De toute façon, on arrivera dans notre département, on réglera tout là-bas. Le lendemain, Pierre Sandro était interrogé dans le département voisin. Après la confrontation avec Arnaud, il avait déclaré qu'il était prêt à coopérer avec l'enquête. L'enquêteur s'était immédiatement intéressé à l'endroit où Vincent s'était caché. Pierre avait répondu « Il faut que je réfléchisse. Je sais qu'il a une planque dans la réserve naturelle, mais je ne peux pas dire exactement où. C'est son chef de la sécurité qui le sait. Il lui faisait plus confiance qu'à tous les autres. Je soupçonne discrètement que c'est son frère. Des opérations avaient été menées. On avait parlé aux gardes forestiers et ceux-ci avaient confirmé qu'à la périphérie de la réserve se trouvait une cabane. Quelqu'un s'en occupait. En été, on pouvait tout à fait y vivre. Il avait été décidé d'y envoyer un groupe d'intervention. Tôt le matin, la cabane avait été encerclée. Étant donné qu'il était difficile de faire irruption dans la maison, on attendait que quelqu'un sorte et ouvre la porte. Et cela s'était produit vers 9h du matin. Vincent était sorti de la cabane. Les forces spéciales l'avaient instantanément maîtrisé et étaient entrées dans la maison. Là, assis sur le lit, se trouvait le chef de la sécurité. Il avait tout de suite compris et levé les mains. Au final, Vincent avait écopé d'une longue peine pour toute une série de crimes. Arnaud, le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique, s'était lui aussi retrouvé derrière les barreaux. Alexandre avait été entièrement réhabilité. Il avait rétabli son nom et même récupéré l'entreprise que Vincent lui avait autrefois prise. Marie avait suivi un traitement à la clinique et s'était rapidement rétablie. Charlotte, ayant enfin retrouvé sa vraie famille, avait décidé d'aider d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires. Quant à Laura et Bastien, ils avaient ramené leur petit garçon à la maison. Leur foyer était empli de chaleur, leurs affaires prospéraient, et l'avenir s'ouvrait devant eux, clair et apaisé.